taches claires ou rayures sombres, des animaux de nos forêts ont leurs armes secrètes pour survivre. De nombreuses espèces imitent les jeux d'ombre et de lumière pour mieux se fondre dans le paysage. Grâce à un mouchetage discret, certains prédateurs avancent masqués. Arborer un pelage aux motifs irréguliers fait parfaitement l'affaire, aussi bien chez les mammifères que chez les insectes. On peut aussi donner le change en se tenant droit comme un i. Mais souvent, les fans et leurs jeunes compagnons de la forêt sont de véritables as du camouflage. L'hiver touche à sa fin. Le redoux fait fondre l'épaisse couche blanche qui tapisse le sol et les arbres. Un parfum de printemps flotte dans l'air. Les plantes à fleurs se tournent vers le soleil et les arbres se teintent progressivement de vert. En hiver, lorsque la nourriture se fait plus rare, les chevreuils vivent groupés. Les mâles se parent de leur nouveau bois, recouvert d'une couche protectrice appelée velours. Avec le retour de la verdure, une certaine agitation est palpable. Seul le mâle, appelé brocard, porte des bois qu'il perd entre octobre et novembre. Ses ramures mettent une soixantaine de jours à repousser, à raison d'environ 3 mm par jour. Le début du mois de mai marque un tournant dans le cycle de la vie du chevreuil. En l'espace de quelques semaines, son environnement s'est totalement métamorphosé. Cette chevrette est sur le point de mettre bas. Elle cherche un lieu sûr pour donner naissance à son petit. Les chevreuils s'accouplent généralement entre mi-juillet et mi-août. Mais il peut y avoir un rut secondaire entre novembre et décembre. Peu importe la date de conception, les naissances ont toujours lieu au mois de mai de l'année suivante. La chevrette est en effet capable de suspendre le développement de l'embryon jusqu'en décembre ou janvier. On parle alors de diapause embryonnaire. À la faveur de la nuit, la femelle s'est mystérieusement volatilisée. Mais il reste une trace de son passage. Un petit être inerte et si bien camouflé que l'on décèle à peine sa présence, même de très près. Un petit faon est né. D'autres animaux, voire même des êtres humains, peuvent l'approcher. Il ne bronche pas. Ses sens sont déjà en éveil, mais le faon est comme cloué au sol. Ce comportement est inné chez lui. En effet, c'est tapi dans son nid de verdure que cet animal vulnérable a le plus de chances de survie.
Pas la moindre chevrette à l'horizon, alors même que ces grandes étendues de verdure peuvent dissimuler jusqu'à une centaine de faons au mois de mai. Cette jungle champêtre est le refuge idéal de nombreux mammifères. La nature veut que le jeune faon reste seul pendant les 3 premières semaines de son existence. Sans sa mère, il a moins de chances d'attirer l'attention sur lui. La chevrette ne revient que pour l'allaiter, toujours à pas feutrés. Un autre animal a une technique similaire à celle du faon, le sanglier. Mais au lieu de petites taches blanches, les marcassins arborent des rayures claires et foncées. À l'inverse du faon, impassible en toutes circonstances, le marcassin se montre très vivace et entreprenant. Sa stratégie de camouflage est particulièrement efficace. Blottis les uns contre les autres, ils se fondent dans le décor et sont presque impossibles à repérer. Ainsi soudés, ces petits débordants d'énergie ne facilitent pas la tâche à leurs prédateurs qui ont bien du mal à discerner leur proie. L'habitat du sanglier se situe le plus souvent à proximité des cours d'eau. La laie habitue ses petits dès le plus jeune âge à patauger dans la boue pour leur apprendre à retourner la terre. Les hautes herbes sont une aubaine pour se mettre à l'abri du danger. Recroquevillé dans sa cachette, le jeune chevreuil passe le plus clair de son temps à dormir. De temps à autre, le faon se hasarde à lorer du bois. Peu après sa naissance, il est capable de tenir sur ses pattes. Mais quelques pas chancelants, et le voici de retour à son abri. Le faon est un as du camouflage. Son pelage foncé tacheté de blanc se confond avec le tapis de plantes enchevêtrées, traversé par un ray de lumière. Lorsque sa mère s'absente trop longtemps, le faon l'appelle en émettant un léger couinement. C'est ainsi que la chevrette sait qu'il est temps de rejoindre son petit. Elle avance avec une extrême prudence et s'assure qu'elle n'a pas attiré l'attention d'un ennemi, sans quoi elle risquerait de révéler la cachette du jeune animal. Le faon pourrait suivre sa mère dès le 3e jour, mais son instinct l'en empêche. Mieux vaut pour lui s'éloigner le moins possible de son havre de paix.
Mais dès lors qu'il aperçoit sa mère, le jeune cervidé ne peut réfréner son élan. La chevrette est un animal très maternel et d'une grande sociabilité. D'instinct, elle lèche et renifle son petit. Cela fait partie d'une phase d'imprégnation primordiale au cours de laquelle le lien entre la mère et sa progéniture se consolide. Le faon, lui, tette avidement sa mère et grandit à vue d'œil. Contrairement à la chevrette, la laie ne cherche pas à se retirer à l'abri des regards pour nourrir ses petits. Elle aurait d'ailleurs bien du mal avec une famille aussi nombreuse. Une portée peut compter jusqu'à 10 marcassins, parfois plus, et tout ce petit monde a besoin d'être allaité en permanence. À la naissance, le faon pèse environ 1,5 kg et prend ensuite entre 70 et 200 grammes par jour. Mais par temps froid, sa croissance est ralentie car il mobilise son énergie pour réguler sa température. En règle générale, plus la chevrette est âgée, plus ses petits sont lourds. Une fois rassasié, le jeune chevreuil se met en quête d'un nouvel endroit où se reposer. Mais sa règle d'or est de ne jamais dormir 2 fois au même endroit. Sa mère n'est plus là pour le rassurer. Elle a dû repartir chercher sa nourriture. La chevrette doit manger 2 fois plus qu'en temps normal afin de produire suffisamment de lait. En sécurité dans les hautes herbes, le faon peut dormir d'un sommeil réparateur et emmagasiner des forces. Bientôt, il sera capable de suivre sa mère partout. En matière de camouflage, les marcassins font eux aussi preuve de subtilité. Dans la canopée, le soleil projette sur eux les reflets des branchages. Leur pelage rayé accentue les jeux de lumière. Les contours bien marqués du feuillage brouillent ceux du troupeau. La nature, les animaux, tout semble entremêlé. Les sangliers adultes tirent eux aussi parti des jeux d'ombre et de lumière. La forêt est un endroit idéal pour fuir les regards indiscrets. Dans la prairie, un camailleux de verre témoigne du retour du printemps. Même à plus haute altitude, les arbres ont presque complètement retrouvé leur feuillage et le sol est recouvert de fleurs. Au bout de 3 ou 4 semaines, le faon se fait plus agile. Mais sans sa mère, il ne s'aventure jamais bien loin. Il ne se déplace que pour changer d'abri. Même en mouvement, sa silhouette est difficile à discerner. Elle est happée par le paysage. Comme si le faon avait revêtu une cape d'invisibilité.
Sa jolie robe tachetée est soumise à un processus d'évolution qui se perpétue depuis des générations. Au cours des premiers mois de sa vie, l'apparence du jeune cervidé va radicalement se transformer. Et comme bien souvent dans la nature, il n'y a pas de hasard. Il n'est pas rare que les chevrettes donnent naissance à des jumeaux. Si l'un des petits vient à mourir, c'est le second qui est destiné à contribuer à la survie de l'espèce. Avec 2 faons, le stress redouble pour la mère. Des études ont montré que chez le chevreuil, les jumeaux étaient plus courants que les portées uniques. Et dans certains cas, il peut même s'agir de triplés ou de quadruplés. Dans les 3 semaines qui suivent la naissance d'une portée, il peut arriver que la chevrette recueille le petit d'une autre femelle, à condition que celui-ci soit encore en bas âge. Ces cas d'adoption ont généralement lieu là où la densité de population des chevreuils est élevée. Les orphelins qui ne trouvent pas de mère adoptive n'ont presque aucune chance de survie. Cette dure réalité fait partie intégrante du cycle naturel de l'espèce, implanté dans notre écosystème depuis la dernière ère glaciaire, soit environ 10 000 ans. Pour survivre sur des terres exploitées par l'homme, il faut être bien paré. Chez la quasi-totalité des espèces sauvages, c'est dans les premiers jours ou les premières semaines de sa vie que l'animal est le plus vulnérable. Au jeu du camouflage, le lièvre d'Europe est le champion toute catégorie. Le levreau maîtrise si bien l'art du trompe-l'œil qu'il est quasiment invisible, même de près. Bien qu'il n'ait ni taches ni rayures, les différentes nuances de son pelage se fondent dans les reflets de la verdure et la couleur de la terre. Comme le faon, le jeune lièvre reste instinctivement le plus figé possible. Il osera tout au plus se déplacer de quelques centimètres, mais pas question de se sauver en courant. Au fil de l'évolution, cette tactique s'est avérée payante et a permis de maintenir l'espèce en vie. Rapidement, le petit animal disparaît comme par magie. Ainsi, il peut rester seul sans sa mère des heures durant. Abrité derrière son masque de poils drus et foncés, le levreau est impossible à débusquer. Chez le papillon, ce sont les écailles qui permettent de passer inaperçus. Dans la forêt ombragée, ce spécimen de la variété du grand paon de nuit ne fait plus qu'un avec l'écorce de l'arbre. Dès que l'on s'éloigne un peu, l'illusion est totale. Plus gros papillon d'Europe, le grand paon de nuit s'agite de temps à autre pour chasser les intrus, avant de redéployer ses ailes pour imiter l'aspect du tronc. Comment discerner la feuille et la chenille? À chaque stade de son évolution, le grand paon de nuit est armé pour leurrer l'ennemi. Les boules bleues qui perlent sur son corps ressemblent à des gouttelettes d'eau. Même le faon ne l'a pas remarqué.
Au fil des semaines, le faon découvre les éléments qui l'entourent. Les chevreuils apprécient la proximité de l'eau car ils y trouvent une flore riche et abondante, propice aux cachettes et à une alimentation variée. Cet épais tapis de verdure est visiblement occupé par une autre créature. Il s'agit d'un petit caneton égaré. Il semble avoir perdu la trace de sa mère. Et pour un canard, se promener seul sur la terre ferme, c'est jouer avec le feu. Car c'est dans son élément qu'il est le mieux camouflé. Son appel reste un temps sans réponse. Plus de peur que de mal pour le caneton, le faon ne faisait que passer. Cette rencontre fortuite laisse les deux jeunes animaux penauds. Mais leur curiosité est de courte durée. La mère du caneton refait enfin surface et rassemble ses troupes. Le plumage de la femelle colvert est très différent de celui de son petit. C'est dans l'eau que le duvet du caneton révèle tout son intérêt. Le plumage dorsal foncé de l'oiseau se confond avec le lit de la rivière, de quoi déstabiliser les prédateurs venus d'en haut. De plus, les canards n'hésitent pas à se cacher sous la végétation qui borde le rivage. En filtrant les rayons du soleil, les branchages dissimulent encore un peu plus les jeunes palmipèdes. Il suffit parfois d'un peu d'eau et de quelques plumes pour se noyer dans le décor. Un prédateur arbore aussi ce type de pelage légèrement moucheté. Plus gros félin d'Europe, il présente un autre signe distinctif. Ses oreilles coiffées d'un long pinceau de poils noirs. Cet animal rare, extrêmement farouche, n'est autre que le lynx. Sa robe contrastée lui permet de jouer avec les reflets. Un faon, qui a le malheur d'être pris en chasse par un lynx, a très peu de chances d'en réchapper. Le danger est d'autant plus grand pour les orphelins ou les petits qui se déplacent sans leur mère. Le lynx est un chasseur hors pair et il ne fait qu'une bouchée d'un animal aussi petit. Avec un poids pouvant atteindre 30 kg, le lynx se délecte aussi bien de fauns nouveau-nés que de chevreuils adolescents ou adultes. C'est l'un des mammifères les plus menacés d'Europe centrale, car les forêts sauvages, denses et rocailleuses où il aime s'établir, se font de plus en plus rares. Les portées des femelles comptent généralement 2 à 4 petits et les bébés lynx ont un solide appétit. Au bout de quelques semaines de lait maternel, ils commencent à réclamer de la viande. Sur les territoires de chasse habituels du lynx, le chevreuil est la proie numéro 1.
Il représente plus de 80% de son alimentation. Les lynx sont d'excellents grimpeurs et peuvent passer des heures à l'affût, tapis dans les branchages. Du haut des arbres, ils scrutent le sol de la forêt en attendant qu'une proie soit à leur portée. Le lynx peut très facilement sauter de 5 mètres, parfois plus. Le tout, c'est de passer à l'attaque à point nommé. En l'espace de quelques secondes, le sort du faon est scellé. Ses souffrances ne seront que de courte durée. Le lynx enterre sommairement sa promesse de festin ou la cache dans l'herbe. Dans les heures qui suivent, ou même le lendemain, il revient en douce récupérer son butin. Le lynx a toujours été le prédateur naturel du chevreuil. La population de chevreuils dépasse souvent les 20 spécimens au kilomètre carré. Chaque année, 4% d'entre eux meurent sous les crocs acérés du lynx. Mais le prédateur ne fait que jouer son rôle dans un système de régulation naturelle des espèces, car ces petits ont eux aussi besoin de nourriture pour survivre. Les chevrettes ont beau être des mères très avisées, elles ne peuvent pas toujours protéger leurs petits. En moyenne, seule la moitié des bébés chevreuils survit. Même en suivant son petit à la trace, la femelle reste impuissante devant la multitude de dangers qui guettent. Le caractère de l'animal peut aussi être décisif pour sa survie. Les faons les plus espiègles et turbulents sont davantage exposés aux dangers. Les plus craintifs, qui vivent cachés sans bouger, ont nettement plus de chances d'atteindre l'âge adulte. Allier les taches et les rayures. Il fallait y penser et la caille l'a fait. À peine plus grosse que les tourneaux, la caille est le plus petit gallinacé sauvage d'Europe. Cet oiseau farouche vit principalement dans les champs et les prairies. Des steppes où elle habitait autrefois, la caille a conservé un plumage foncé parsemé de rayures et de taches claires. Elle se déplace généralement d'un pas hésitant. D'instinct, elle sait que le meilleur moyen de ne pas se faire repérer est d'avancer calmement sans se presser. Les cailles nichent au sol et donnent naissance à des couvées pouvant compter plus d'une dizaine d'œufs. Une fois encore, l'art de la disparition est ici parfaitement maîtrisé. Les œufs de caille sont couverts de taches irrégulières. Ils sont couleur pierre ou terre, de quoi s'y méprendre. L'éclosion a lieu au bout de 18 à 20 jours. À l'aide du diamant,
une petite excroissance située à l'extrémité de leur bec, les poussins commencent à briser la coquille de leurs œufs. Dans les instants qui suivent l'éclosion, encore englués de liquide amniotique, ils sont absolument sans défense. Mais un quart d'heure à peine après être sortis de l'œuf, leur duvet est entièrement sec et dévoile déjà de superbes couleurs. Ces oiseaux nidifuges sont alors prêts à suivre leur mère. Leurs motifs sombres leur permettent de se fondre dans la végétation. Accompagnés de leur mère, les poussins se mettent à la recherche d'herbes, de graines et de petits insectes. La caille garde toujours un œil sur ses petits. Il suffit d'une distance de 50 cm pour les perdre de vue. Un talent du camouflage qui multiplie d'ailleurs les chances de survie. À tout âge, les cailles peuvent toujours compter sur leur plumage discret. Les forces et l'énergie des jeunes faons décuplent de semaine en semaine. À bientôt 1 mois, ils passent beaucoup plus de temps aux côtés de leur mère. À présent, ils sont assez robustes pour suivre la chevrette pendant plusieurs heures et s'imprégner des rudiments de la vie sauvage. Ces promenades initiatiques sont entrecoupées de pauses régulières qui renforcent le lien entre la mère et ses petits. À partir de sa 3e semaine, un changement s'opère dans le quotidien du faon. Progressivement, la verdure remplace le lait maternel. Son système digestif doit s'adapter à cette transition. L'herbe étant moins nourrissante que le lait de chevrette, la prise de poids du jeune animal retombe à 25 grammes par jour. Le chevreuil a une alimentation très variée. Il mange aussi bien de l'herbe que des bourgeons, des ronces ou encore des champignons. Au total, il se nourrit de plus de 130 plantes herbacées différentes. Il broute au sol et jusqu'à environ 1,20 m de hauteur. Lorsque le faon aura atteint sa taille adulte et pèsera une vingtaine de kilos, il devra ingurgiter entre 2 et 4 kg de verdure par jour pour couvrir ses besoins en énergie. Au 2e mois, le faon reste le plus possible collé à sa mère de manière à garder le contact olfactif. La mère et son petit partagent de plus en plus d'activités. Désormais, il arrive qu'ils aillent en pâture ensemble, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Au bout de quelques heures, le faon se met en quête d'un nouvel abri. Sa mère reste en retrait et le regarde faire. Même âgé de plusieurs semaines, il continue de se cacher et de s'en remettre au pouvoir dissimulant de son pelage.
La chevrette a mémorisé la position du faon. Mais quoi qu'il arrive, son odorat et les cris de son petit lui permettront de le retrouver à tout moment. En attendant, le jeune chevreuil devra encore rester seul dans la forêt. Toujours parfaitement camouflé, le faon se repose paisiblement au pied d'un arbre. Bientôt, il se nourrira exclusivement de verdure. Cependant, sa mère va continuer à l'allaiter pendant plusieurs semaines. Tout comme le chevreuil adulte, le petit profite de ce moment de calme pour ruminer. À la croisée des forêts et des champs, les sentiers tracés par l'homme sont particulièrement dangereux pour les jeunes chevreuils. Toute intrusion dans ce monde inconnu est une aventure semée d'embûches. Le faon décèle instantanément la moindre odeur étrangère. Si cela éveille une certaine appréhension chez l'animal, il n'en poursuit pas moins sa route. Mais le comportement héréditaire du chevreuil ne lui permet pas d'anticiper les dangers nés de la main de l'homme. Les plus grandes menaces qui pèsent sur les faons viennent du monde mécanisé. Le moissonnage en fait partie. Une machine agricole peut faucher une prairie tout entière en quelques minutes et mettre ainsi en danger la vie de petits chevreuils cachés dans les hautes herbes. La stratégie de camouflage du faon ne peut rien contre ces colosses de ferraille. Et malgré le vacarme des tracteurs, il arrive bien souvent que l'animal n'ait pas le réflexe de déserter sa cachette. L'instinct de survie dont il a hérité de ses ancêtres n'est pas programmé pour cette transformation brutale de son environnement. Même s'il avait la possibilité de s'enfuir à temps, le faon conserve sa posture à mesure que le danger se rapproche. Les sangliers ont un odorat remarquablement bien développé. Ils sont instinctivement attirés par les odeurs de chair en putréfaction. Le sanglier, comme le reste de la famille des suidés, est omnivore. La viande fait partie de son alimentation. De nombreux faons sont emportés par des maladies ou des accidents et leurs dépouilles font le bonheur des sangliers. Même si les faons et les marcassins sont mieux protégés par leur pelage que ne le sont leurs aînés, leur survie est loin d'être assurée. Le risque zéro n'existe pas, encore moins dans la nature. À la fin du printemps, le faon peut tomber sur d'autres tout jeunes animaux en explorant la forêt. Ce petit faucon cresserelle semble avoir quitté son nid prématurément ou en être tombé. Sans la protection de ses parents, ses chances de survie sont faibles. L'oisillon ne sait pas que ce faon un peu trop curieux ne représente aucun danger pour lui. Il se tient prêt à sortir les serres, on ne sait jamais. Mais pas besoin de déclencher les hostilités.
le faon se détourne bien vite de cette créature au bec tordu. Cette atour des palombes est déjà capable de voler, mais la teinte brun-roux de son plumage trahit son jeune âge. Sa poitrine tachetée de gouttes brunes est un des éléments de sa technique de camouflage. Mais après la première mue, le rapace amorce une étonnante transformation. À partir de ce stade, il arbore des rayures horizontales qu'il conservera jusqu'à la fin de sa vie. La nature a manifestement voulu que l'atour des palombes abandonne son plumage tacheté pour ressembler davantage à l'épervier. Les raisons de ce revirement stratégique sont encore incertaines à ce jour. Entre juillet et août, le brocard change radicalement de comportement. C'est le début du rut. L'agressivité atteint des sommets. Éloignés l'un de l'autre d'une distance pouvant aller de 30 à 300 mètres, les deux adversaires se jaugent avant de mesurer leur force au combat. Le vainqueur pourra prétendre à s'accoupler avec la chevrette. La femelle commence d'abord par se dérober. Cette course-poursuite peut durer plusieurs heures. Ce n'est qu'une fois arrivée à son pic de fécondité qu'elle laisse le mâle s'approcher. Puis la chevrette retourne auprès de sa progéniture. Aux alentours des rivières se cache un oiseau bien singulier. Mesurant à peine 30 cm, le blongiot nain est un cousin du héron, passé maître dans l'art du camouflage. Son poitrail est parcouru de rayures longitudinales qui rappellent l'aspect du roseau. Le blongiot nain ne s'enfuit pas lorsqu'il se sent menacé. Il tend la tête, étire son cou au maximum et ondule à la manière d'un roseau dans le vent. En adoptant cette position en piquet, il cherche à ne faire qu'un avec la végétation. Il ne se contente pas de relever la tête. Il utilise son large champ de vision pour ne jamais perdre de vue son potentiel assaillant. Tandis que le blongiot nain s'en remet à son œil affûté, le chevreuil peut compter sur son odorat hors du commun et son ouïe pointue. Dès leur plus jeune âge, les faons apprennent à se fier à leur museau et à scruter les bruits de la forêt. Leur odorat peut leur être d'un précieux secours lorsqu'il s'agit d'identifier une menace. Dorénavant, la chevrette ne laisse ses petits tétés que très brièvement et pas plus de 2 fois par jour. Ce sevrage vise à les rendre plus autonomes. Le petit faon a bien grandi. Son regard est attiré par une flaque d'eau au milieu d'un sentier. Y aurait-il reconnu son reflet? Petit à petit, la nature suit son cours et la robe du jeune chevreuil s'assombrit. À la fin de l'été, les taches blanches caractéristiques du faon ont presque totalement disparu.
Encore tapi dans les hautes herbes il y a quelques semaines, il est désormais poussé par son instinct à s'éloigner du danger. Avec son nouveau pelage brun, il pourra continuer à déambuler incognito à travers champs et broussailles. Le faon s'apprête à entamer une nouvelle étape de sa vie, chargée de son lot de défis. Les marcassins aussi changent progressivement d'apparence. Au bout de quelques mois, leur rayure de jeunesse laisse place à une robe unie. Lorsque les petits sont âgés de 2 ou 3 mois, la laie cesse de les allaiter. Plus rien ne les distingue des adultes si ce n'est leur taille. La vie en groupe est une parade efficace contre les prédateurs, mais elle ne protège pas des chasseurs. En Europe, les sangliers dépassent rarement l'âge de 6 ans, même s'ils pourraient en théorie vivre 3 fois plus longtemps. Contrairement aux chevrettes, les femelles sangliers peuvent donner naissance à 2 portées par an. Il faut alors transmettre à une nouvelle génération de marcassins l'art du camouflage. Au mois d'août, les différences entre la chevrette et ses petits ne sont presque plus perceptibles. Bien qu'ils suivent encore leur mère, les jeunes chevreuils sont déjà très autonomes. La période d'allaitement principale est arrivée à son terme et la femelle produit de moins en moins de lait. Les faons sont désormais en phase de sevrage. Mais les petits ne se sentent pas encore prêts à couper le cordon. À cette période de l'année, les mâles ont tendance à se rapprocher des mères et de leurs petits. L'automne arrivant, les chevreuils commencent à se regrouper. La chevrette, qui veille sur sa portée depuis le printemps, continue de jouer son rôle de mère tant qu'elle dispose encore de réserves de lait. Elle restera auprès de ses petits jusqu'au mois de mai de l'année suivante. Jusqu'à ce que de nouveaux faons au pelage tacheté de blanc voient le jour, pour devenir à leur tour des as du camouflage.